Du coup, avançons. Notre deuxième joueur du jour, allons sur Goran Dragic, si tu veux bien. Du coup, Dragic, 10 saisons sur la décennie, plus de 15 points de moyenne sur cette décennie et plus de 30 minutes aussi de moyenne sur cette décennie. En minutage total, c'est même 20 700 minutes, le 24e total de la décennie, donc très grosse présence pour Goran Dragic, 682 matchs, pas mal également. All-Star en 2018, j'avais oublié qu'il avait été All-Star en 2018 de mon côté, je me souvenais surtout de l'année où il n'avait pas été All-Star en 2014 alors qu'il aurait dû être, et justement donc en plus de All-Star en 2018, il a une All-NBA Third Team en 2014. C'est quand même plutôt pas mal. Et il est aussi MIP cette année-là, 2014, la fameuse année où Phoenix, malheureusement, ne fait pas les playoffs alors qu'ils sont à 48 victoires. On va y arriver sur le parcours. Bref, comparaison de draft, tu sais que j'aime bien. Draft Express, NBADraft.net, pour eux, c'était, attention, hein, c'est Tony Parker, mais bigger et less quick. Donc, Oui. littéralement, Tony Parker plus gros et moins rapide. Bon, encore une fois, je pense que c'est la fibre européenne, on va dire. Ils aiment bien faire ce genre de comparaison avec des Européens. Et alors là, Draft Express, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Meilleur scénario possible pour eux, c'était Jason Hart. Est-ce que tu connais Jason Hart? Ah non, et puis ça me dit rien en plus. Voilà, ça c'était le meilleur scénario possible, hein. Et puis le D'accord. pire, c'était Orion Green. Voilà, j'ai aucune idée Ah bon. également Bah, de dis donc. qui est Orion Green ou Jason Hart, aucune idée. Merci Draft Express, je pense que ils n'avaient pas beaucoup d'attentes, en tout cas très bizarre ces comparaisons. Bref, niveau surnom, pas grand chose à part The Dragon, évidemment, je pense que tu connais. Ouais. Et puis donc son parcours, hein. Donc mine de rien, il a déjà 24 ans au début de notre décennie. Il faut se souvenir que l'année avant notre décennie 2010, c'est la fameuse année où il sort du banc à Phoenix, hein, et cette fameuse performance contre les Spurs où il explose sur un carton, un record, il bat le record de Charles Barkley, pardon. Mais bref, donc 2011, il est encore backup de Steve Nash à Phoenix. Il fait 48 matchs à Phoenix, à 18 minutes par match, hein, encore assez role-player qui sort du banc. Et puis il est échangé cette année-là, en février 2011. Il est échangé à Houston. Il fera une fin d'année à Houston à 22 matchs. 2012 à Houston, toujours, hein, 26 minutes par match de moyenne, toujours pas titulaire complet, hein, à peine 28 titularisations sur 66. Il est un peu en duel avec Kyle Lowry, d'ailleurs, sur cette équipe de Houston. 12 points de moyenne et 5 assists quand il joue. Et puis ensuite, après cette année 2012, Free Agency, il retourne à Phoenix, décidément. Il aimait bien l'Arizona. Sachant aussi que Steve Nash, entre-temps, est parti du côté des Lakers. Et donc 2013, saison 2013, il est à Phoenix enfin en titulaire, 34 minutes par match, 15 points, plus de 7 assists et demi de moyenne. Malheureusement, pas de playoff, c'est encore une équipe de Phoenix qui est pas top. 2014, ça y est, c'est la grande année. C'est l'année du backcourt, oui, avec Eric Bledsoe, la révélation des jumeaux Maurice. Voilà, on connaît l'histoire de cette fabuleuse équipe des Suns qui malheureusement échouera à 48 victoires, mais ne fera pas les playoffs. Avec le format actuel, il serait au moins en play-in et je pense qu'ils accéderaient aux playoffs. Mais bref. Donc oui, lui, sur le plan individuel, 20 points de moyenne, 6 assists en 35 minutes par match et le fameux MIP et donc une sélection All-NBA. C'est quand même pas mal, hein, pour Dragic. 2015, il y a eu l'arrivée de Isaiah Thomas pendant la Free Agency. Donc deux meneurs, c'était déjà pas assez. Il en fallait un troisième. Ça marche pas top. Et ils font péter l'équipe en milieu d'année. Donc Dragic fait 52 matchs à Phoenix avant d'être échangé à Miami. Il finit l'année à Miami. 2016 à Miami, 14 points de moyenne en 33 minutes de jeu par match. Malheureusement, pas de playoff. Ça échouera de très peu à la fin sur le run final. 2017 à Miami toujours, 20 points de moyenne, grosse saison, 20 points de moyenne, 6 assists en 34 minutes de jeu par match. Pas de playoff malheureusement, là encore, c'est la fameuse année, tu sais, où Miami fait un très mauvais bilan sur la toute première moitié de saison, et puis ensuite fabuleux sur la deuxième moitié de saison, mais malheureusement il passe à très peu de choses d'accrocher les playoffs. De mémoire, je crois qu'il y avait un petit arrangement, ou en tout cas les Nets de Brooklyn n'avaient pas joué le jeu, et du coup c'était Chicago qui avait pu prendre le dernier match tranquillement et aller en playoff. Mais bref, 2018 du coup pour Dragic, toujours à Miami, 17 points de moyenne, All-Star, donc cette année-là on avait dit en playoff, ça y est, et ils sont en playoff, Dragic est en playoff la première fois de cette décennie. Philadelphie au premier tour, qui les bat. 2019, il fait que 36 matchs, du coup un peu blessé. Et puis 2020, on finit en beauté pour Dragic, puisque malheureusement, il a que 3 titularisations sur 59 en saison régulière, mais
On est sur la fameuse année où de la bulle, hein, lui est à 28 minutes par match, 16 points, et surtout des très très grosses performances en playoff dans la bulle. Et ça va jusqu'en finale, où malheureusement, c'est vraiment le drame de sa carrière, c'est un peu les blessures aussi, bah, il va se blesser en finale, au tout début des finales, et ce qui déséquilibrera un peu les finales contre les Lakers, Heat Lakers. Je pense qu'il aurait pu avoir un gros match, mais finalement, il n'y a pas eu à cause des blessures. Mais bref, c'est vrai que j'ai un peu utilisé ça comme lancement pour Ricky Rubio. J'ai envie de dire aussi, pareil pour Dragic, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu une décennie à la hauteur de son talent, peut-être lui aussi. Alors peut-être, mais j'avoue que je m'attendais enfin, je le voyais moins bon que ce qu'il a été. Oui. Et en regardant les stats un peu, en refaisant le parcours là que tu viens de résumer, je trouve que quand même c'est une belle décennie qu'il y a. Alors évidemment il y a les blessures, tu l'as dit, mais Oui, parce qu'en fait, on part pas des mêmes attentes que Rubio. C'est peut-être ça la différence. oui, je pense que c'est en partie ça. Et Ouais. peut-être aussi il y a un côté un peu moins linéaire du fait qu'il change aussi pas mal d'équipes et que, enfin voilà, il passe de très bonnes équipes à très mauvaises. Bon, mais par exemple offensivement, ça a quand même rien à voir avec Rubio. C'est vraiment très très bon, quoi. Donc Ouais. euh, peut-être un petit goût d'inachevé en raison des blessures, et puis aussi du fait que, ayant joué assez longtemps à l'Ouest, il y avait beaucoup de concurrence pour être All-Star ou All-NBA, donc il a peut-être pas un nombre de récompenses énorme. Mais je trouve malgré tout que c'est une belle décennie. C'est un joueur qui a fait des performances dont je me rendais peut-être pas compte, ou dont j'ai oublié à quel point elles étaient quand même très bonnes du point de vue de l'efficacité, par exemple. Quand on regarde le True Shooting Plus, c'est chaque année assez impressionnant finalement. Ouais. Ouais. Et comment, du coup, à quel point tu penses son pic a été haut en carrière sur cette décennie, notamment par rapport à d'autres meneurs, hein, de cette décennie, mais de manière générale, à quel point est-ce que toi, tu le considérais comme un bon joueur, tout simplement? Alors c'est ça qui, je trouve, est assez curieux dans sa carrière, c'est que c'est pas du tout linéaire, et donc les pics sont assez éloignés. En Oui, gros, oui, on peut dire que ses deux meilleures saisons, il me semble, c'est 2014 et 2018, et c'est assez inédit d'avoir une carrière comme ça. En général, c'est plus ramassé sur 3-4 saisons, il y a progression avant, déclin après. Là, c'est pas du tout le cas, c'est un peu en montagne russe. Euh, ben, ça a jamais été un joueur qui était du niveau des tout meilleurs porteurs de balles de la ligue, mais euh, je pense que quand on est All NBA Third Team comme en 2014, c'est quand même le signe d'un joueur assez remarquable, alors qui était sans doute un peu limité défensivement, je pense, par rapport à d'autres, par rapport, je sais pas moi, à Chris Paul par exemple, bon, même si c'est un peu difficile de le comparer à Chris Paul, et peut-être qu'il n'était pas un aussi bon playmaker que d'autres. oui, oui, oui. Même si c'était pas mauvais, hein, c'était pas Colin Sexton non plus, mais qui en termes de scoring, euh, pendant plusieurs saisons, est vraiment dans l'élite du point de vue des meneurs, je pense. Oui, beaucoup plus, on va dire, académique ou simple exécutant au niveau du passing, mais avec peut-être des pointes et des pics au scoring plus impressionnantes que d'autres meneurs de cette décennie, hein. Je sais pas, des Darren Collison ou des comme ça, évidemment. Mais c'est vrai que moi, dans ces meilleures années, j'avais un peu l'impression que c'était le meneur parfait à avoir à côté d'une star, finalement, Mm. qui n'avait pas la stature et la capacité d'être un scoreur en quantité et en belle qualité, première option d'équipe, mais qui, voilà, si tu avais une star à côté, t'as Dragic en deuxième, troisième option offensive, c'est génial. Et le problème, et c'est vrai que peut-être que j'ai exagéré sur le côté pas une décennie à la hauteur de son talent, parce qu'il part de très bas, et donc c'est une belle surprise sa carrière, mais un peu déçu peut-être, comme tu disais, des montagnes russes. C'est un peu dans ce sens-là que je disais ça. Les blessures, les mauvais contextes, c'est un peu dommage. Et je disais meneur parfait à côté d'une star, bah, il l'a eu finalement, il l'a eu à Miami en 2020. Et donc c'est très tard, quoi. C'est très tard. Ouais. À Phoenix, tu vois, mine de rien, c'était un peu, enfin, c'était le meilleur joueur de cette équipe. Il y avait duel avec Bledsoe, je me souviens, d'un point de vue médiatique et dans les discussions, mais moi, ça me paraissait assez évident que c'était le meilleur joueur de cette équipe. Faut se souvenir aussi que cette équipe, elle est quand même, enfin, c'est pas la folie du tout, hein, au niveau du talent pur. Et lui arrive à porter tout ça à 48 victoires, ce qui est assez impressionnant. Donc oui, en tant que première option d'une équipe, ça n'allait pas très haut, hein, ça n'allait pas jusqu'aux 60 victoires, mais c'était quand même pas mal. Et c'était quand même, comme tu dis, des pics un peu par-ci par-là. 2014, 2017, 2018, je trouve, sont des très belles années. Mine de rien aussi, il fait toute la décennie au-dessus des 20% d'usage. En termes de responsabilité, c'est quand même pas mal. Avec même, donc je disais,
2014, 25% d'usage, 112 de true shooting plus, c'est quand même assez dingue, un très très haut pic. 2017, 27% d'usage encore, c'est pareil, un gros usage de deuxième option, on va dire. 104 de true shooting plus, ok. Il y a une petite baisse en 2018, il est un peu en dessous de la moyenne, et en 2020, il est aussi à 101, donc à peine plus 1%. Mais c'est globalement quelqu'un qui a toujours eu pas mal de responsabilités, quelqu'un qui n'était pas génial au passing, mais qui était un scoreur, en fait un scoreur complet, on va dire, à défaut d'être implacable. Je sais pas si on peut le formuler comme ça, si tu vois ce que je veux dire, mais bon driver et bon jump shooter, bon score de manière générale, même si ça a jamais été le catégorie supérieure, quoi. Oui, puis quand on regarde ses stats de scoring, sur les 10 saisons, il y en a 7 où il est au-dessus de 65% de réussite au cercle, ce Ouais. qui est vraiment d'élite. Mais ce qui est un peu moins compréhensible, c'est qu'on n'a jamais trop su si c'était un très bon shooter ou pas. Parce qu'il y a des saisons où il est à 40% à 3 points, d'autres où il est à 31. Et je pense que c'est un peu ça qui était sa limite aussi, c'est que il a jamais été implacable, pour reprendre ce que tu dis, en tant que shooter off-ball. Et c'est peut-être aussi ça un peu qui a limité parfois son utilisation et qui forçait à le mettre en première option. Euh, mais ça reste vraiment, enfin, les stats que tu as citées en attestent, ça reste un très bon attaquant dans l'ensemble. Du point de vue du scoring, c'est 1000 fois au-dessus de Ricky Rubio, par exemple. Oui, oui, effectivement. Je pense aussi. Et d'ailleurs, comme je dis, le fait d'être toute la décennie sur un gros usage, plus de 20%, c'est quand même pas rien. Pour finir aussi, alors au niveau des playoffs, 1100 minutes à peine, c'est quand même pas, enfin, c'est pas énorme, hein, 109e total de la décennie. Encore une fois, lui aussi, il fait que des équipes pas top. Il fait une fois les playoffs premier tour contre Philadelphie en 2018 et après c'est le run en finale avec Miami en 2020 à la toute fin. Mais donc voilà, au final, ça fait 36 matchs à peine de playoffs. Là-dessus, c'est vrai que c'est un peu décevant aussi parce que le même joueur dans d'autres contextes aurait peut-être pu faire beaucoup mieux. Mais bon, c'est comme ça, on est obligé de prendre ce qui a été. Et du coup, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter sur notre ami Goran Dragic, finalement, c'est vrai que bon, pas grand-chose à dire parce qu'en fait, c'était juste une valeur sûre, pas géniale, mais une valeur sûre pendant 10 ans, quoi. Je pense qu'on peut le résumer très grossièrement comme ça. Et du coup, au niveau du classement, où est-ce que toi tu l'imaginais? Alors, j'ai pas arrêté d'hésiter et j'hésite encore parce que je me souviens déjà plus de ce que j'ai dit du classement initial vu que je change tout le temps. Euh, Moi, je l'avais à la hauteur à peu près de Bradley Beal, Wes Matthews, Batum. Donc autour de la 30e place. Ouais. Euh, ouais, ça me va plutôt pas mal. Moi, je l'avais dans cette zone-là également. En fait, j'avais les deux collés, hein. Dans mon classement, j'avais Rubio et D'accord, Dragic ouais. un peu collés. Mais du coup, ouais, Dragic, j'avais mis 33, enfin, à côté d'Eric Gordon, quoi. Ouais, ouais, Euh, ouais. c'est Eric Gordon qui a aussi eu pas mal de blessures et d'irrégularités. Effectivement, je veux bien le faire passer au-dessus. Toi, t'étais un peu au-dessus, hein, 29, 30e, hein, tu me disais. Oui, mais sans savoir trop, je l'aurais mis, tu vois, derrière Bradley Beal et Gordon Hayward. Ensuite, en fait, le profil est tellement différent par rapport à Matthews et à Batum que je savais pas trop comment les classer. Parce qu'il y en a deux qui sont des role players, grande longévité, un autre qui est plus un leader, enfin, une première option, une deuxième option. Donc, je savais pas trop si je le mettais devant ou derrière. Ouais, la question, c'est est-ce que tu préfères avoir un porteur de balle pas top, Hmm. ou en tout cas qui est à 6 sur 10 ou 7 sur 10, ou alors est-ce que tu préfères avoir juste un role player, en tout cas un 3D à 9 sur 10. C'est pas la même responsabilité, c'est pas le même impact. Toute la difficulté, c'est de pondérer ces différents profils. Moi, j'avoue que j'avais du mal à le voir devant Paul Pierce. Ouais. Quoique peut-être avec la longévité, il arrive à gratter petit à petit, mais tu vois, Pierce a quand même quelques années, quelques très très belles années. Mais après, il fait que 5 saisons. Dragic fait quand même une décennie complète. Ouais, finalement, ça me va si on le cale par là entre Gallinari et Pierce. Ouais, Si ça te va aussi. ouais, très bien. Ouais, on peut envisager ça. Donc, Pierce 32e, Dragic, on le mettrait à ce niveau-là. Gallinari 31, Batum 30. Ouais, ça me va, ça me va. Donc, faisons comme ça. Hop. Je le fais maintenant pour pas être perdu par la suite. Ok, ok. Et donc, petit quiz pour terminer également. Alors, justement, qui est dans l'effectif? Encore une fois, cette fois, je pense que tu vas avoir un peu plus de difficultés. J'ai pris le Miami, le fameux Miami, le Yin et le Yang. Le Miami Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui fait 2017, donc l'année où ils font 11 victoires et 30 défaites
jusqu'en janvier. Et puis ensuite, après janvier, ils font 30 victoires et 11 défaites. Donc, deux dynamiques très, très différentes. Ouais. C'est l'équipe où ils prolongent tout le monde ensuite et c'est une catastrophe. C'est ça, ouais. C'est ça. Et au final, ils finissent à 41-41 avec, comme je disais, les Bulls du trio Rondo, Wade et Butler qui passent devant sur un dernier match gagné facilement chez les Nets. Bref, est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de cet effectif Miami 2017? Alors, il doit y avoir Whiteside. Ouais. James Johnson. Oui, exactement. Haslem, forcément, vu que... Oui, toujours. Oui. Haslem, qui, rappelons-le, a été rookie pendant la dernière année en carrière de Karim Abdul-Jabbar, hein, rappelons-le. Voilà. Ah, mais dit comme ça... Non, je blague. C'est une blague. Il est de la draft 2003, Haslem. Attends, je sais pas pourquoi, il y a Alan Crabb qui me vient, mais pas du tout. Je pense pas qu'il soit du tout là. Non. Là, il doit être à Portland, là, ouais. Moi, je te compte Dragic. Allez, je te le compte. Ouais, Dragic. Pense à tous les joueurs qui, justement, ont été prolongés. Oui, c'est ce que j'essaye de trouver, mais est-ce qu'il y a encore Josh McRoberts Oui, Josh McRoberts est là. Effectivement, le poste 4, Josh McRoberts est là. Shabazz Napier Shabazz Napier, non, n'est pas là. Non, il n'est pas là. Attends, mais il manque des bons joueurs là-dedans. Il te manque un mec qui a été drafté très haut. Et Michael Jordan voulait vendre sa franchise pour l'échanger. Finalement, Miami a dit non. Tu te souviens pas de cette affaire-là? Un trade où Michael Jordan avait mis des tonnes de picks, donc Frank Kaminsky pour avoir ce joueur. Oui, Justice Winslow. Exactement, Justice Winslow. Ouais. Et Danny Ainge aussi, non? Qui avait voulu récupérer. Ouais. On avait aussi un autre arrière défensif qui avait émergé. On pensait qu'il pouvait être une star. Finalement, ça cale depuis quelques années quand même. Hein. Ça cale depuis qu'il est à Philadelphie. Il a fait du Dallas. Ah oui, Josh Richardson. Josh Richardson, effectivement. Et on avait le pote de Kyrie Irving dans le backcourt qui a fait sa meilleure période à Miami, justement. Dion Waiters. Dion Waiters, effectivement. On avait un autre Johnson qui sortait de nulle part, qui a signé un contrat énormissime à plusieurs millions après une année rookie ou après 1 ou 2 ans. Je me souviens plus. Ça te dit rien? Bah non, j'ai un trou. Parce que je pense à Alizé Johnson, mais c'est pas du tout lui. Non, c'était Tyler Johnson. Ah oui, Tyler Johnson, bien sûr, ce petit meneur roule. Ouais, exactement. Ouais. On avait un shooter d'ailleurs que tu as trouvé dans l'effectif de Minnesota 2012. Il est là. Ellington? Wayne Ellington, effectivement, est dans cet effectif. Ah oui, tiens, j'avais oublié qu'il était là. On avait un autre ailier shooter de Portland, début de décennie. Je sais pas si tu le trouveras. Qui a fait les Pelicans aussi. C'était Luc Babbitt qui était par là. Oui, Luc Babbitt. Un autre shooter aussi de petite taille. Je sais pas trop comment te le décrire. Je crois qu'ensuite il est parti aux Clippers. Non, c'est trop compliqué. C'était Rodney McGruder. Ah oui, Rodney McGruder, ouais. Qui est un bon défenseur. Ouais. Haslem, tu l'as dit. Bon, je t'épargne Willie Reed et Okaro White. Et du coup, il t'en manque un dernier. C'est nul comme équipe. Hein. Enfin, oui, c'est très homogène, on va dire. Ouais. un dernier que tu as très bien connu, dont on a parlé, qui était un très haut choix de draft. Qui est passé par les Wolves? Des Wolves. Ensuite, il a fait Sacramento. Ensuite, il a fait Cleveland, je crois. Ensuite, C'est Derrick Williams? C'est Derrick Williams. Derrick Williams est dans cet effectif. Ah bah alors là, aucun souvenir de Derrick Williams à Miami. Non, mais les fans de Miami peut-être pas non plus, mais voilà, donc c'était un effectif quand même très 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 homogène, hein, du Justice Winslow, Dragic, Whiteside, Richardson, Waiters, James Johnson, Tyler Johnson, Wayne Ellington, etc. Donc, ouais, bravo à Dragic d'avoir mené ça. Une des plus belles saisons aussi de notre ami Eric Spoelstra sur le banc. Je pense qu'on peut le dire. Ouais. Qu'on avait toujours connu avec le Big Three et qui avait été très, très critiqué avec sa gestion du Big Three et tout ça, parce qu'évidemment, très médiatique comme poste. Mais là, on a vu, en fait, il arrive à faire des trucs plutôt sympas avec des 2-3 bouts de bois. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà pour ce Miami 2017.